comme je dis, on va voir ça de différents côtés, avec différents intervenants, différentes thématiques, les pour, les contre, les choses faciles, les choses cool, les choses un petit peu moins cool. Parce que voilà, si on ne parle pas de développement personnel, si on ne parle pas de leadership, on va forcément, sur notre page LinkedIn, trouver les news sur l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneur, le start-up, etc. Très à la mode, mais voilà, comment on s'organise. Et puis, je pense que vous avez tous vu l'équipe de Choc qui va être totalement présente sur scène, qui vient d'assez loin, Alessandro qui se déplace depuis Genève, qui vient de Lausanne, Maël qui bouge énormément, mais heureusement plus dans la région, d'après ce que je comprends. Voilà, et on aura justement, après la table ronde, pour qu'on puisse échanger, voir vos questions, vos remarques aussi, c'est justement aussi l'objectif de notre soirée. Et sans plus tarder, je vais peut-être m'arrêter quand même là, et revenir là-dessus aussi. Je vais inviter le premier intervenant ici, Biam. C'est une personne extrêmement connue dans le monde digital qui a fondé... Non, mais elle exagère Sinon, tu n'aurais pas été là. Hein? Oui. Qui est active dans différents projets d'entrepreneuriat, surtout en communication digitale, qui a son blog là-dessus. Après, il va vous montrer avec qui il a déjà eu l'occasion de travailler, c'est assez impressionnant. Et donc, c'est à toi. Merci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Biam. Et petit aparté, parce qu'en fait, j'ai juste maintenant démarqué comment faire de votre passion votre métier. Si jamais parfois c'est mieux de garder sa passion une passion et pas forcément son métier, parce qu'après coup c'est plus facile. Comment démarrer le truc? Alors, bref, avant de commencer, qui est-ce qui m'a Google? Qui est-ce qui sait qui je suis? Bon, on se connaît, c'est facile. Ok, les gens qui ont levé la main, c'est ceux qui me connaissent. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ne me connaissent pas et qui m'ont Google? Personne. Donc en fait, vous êtes venu suivre une conférence d'une personne dont vous n'avez aucune idée de qui c'est. Oh, merci, au revoir. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que souvent, ça arrive, en fait, je vais vous dire des trucs, mais finalement, tout ce que je vais dire, vu que vous n'êtes même pas allé chercher qui j'étais, peut-être que je vais dire des conneries, en fait. Peut-être que tout ce que je vais dire, c'est pas utile, on sait rien. Mais c'est aussi pour vous dire qu'entrepreneur, en fait, il y a ces aspects-là. C'est l'information, c'est super important. Donc c'est important d'avoir les informations, de savoir finalement avoir plein d'informations sur toutes les choses. Donc c'est comme ça que je commence. D'ailleurs, cette slide que je vais vous montrer. Mais du coup, ouais, googlez tout ce que vous pouvez googler. En fait, c'est hyper important d'être au courant de ce qui se passe. Ensuite, donc, du coup, je vais me présenter, vu que finalement, vous savez pas qui je suis. Alors, je m'appelle Viam, donc j'ai fondé ma propre agence de com en 2014. J'ai une agence de communication digitale où, disons, principalement, ce qu'on fait, c'est tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux et tout ce qui est création de contenu, donc à destination des réseaux sociaux. Je m'occupe aussi de faire des campagnes d'influenceurs pour les marques et tout ce qui est formation, workshop, etc. Donc ça, c'est vraiment, disons, mon job principal. Après, j'ai Via Media, c'est un peu ma salle de jeu. C'est là, en fait, je fais des vidéos YouTube, j'écris des articles, je fais des unboxings. C'est un peu l'endroit où je m'amuse, en fait, à créer du contenu et des trucs décalés, etc. Donc voilà, en gros. Après, en fin de compte, moi, je suis là pour vous parler un peu de la réalité du truc. Pas, voilà, j'ai fait ça, j'ai eu du succès, machin, blablabla, tout ça. Donc tout ça, c'est un peu ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais disons que moi, j'ai parlé un peu de tout, justement, le développement personnel. Ça fait très longtemps que j'en fais. J'ai fait de la marche sur le feu. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'essayer, je vous conseille d'essayer. C'est vraiment intéressant. J'ai fait de la formation en langage non verbal. J'ai fait, bref, disons, j'ai fait 2-3 trucs. Quoi. Et évidemment, la meilleure école au monde, YouTube. YouTube, c'est la meilleure école au monde. Donc,
Franchement, n'hésitez pas, on peut vraiment apprendre plein de choses. Ensuite, j'ai travaillé avec 2-3 marques, donc que ça soit avec l'agence ou que ça soit avec Viamedia. Parce que Viamedia, en fait, à force, c'est devenu un peu un micro-influenceur dans la région. Et du coup, j'ai collaboré avec certaines marques pour que ça soit pour faire des posts Instagram, soit les mettre en avant, soit créer du contenu pour eux, ou simplement justement faire des vidéos YouTube par exemple. Donc voilà. Bon, qui c'est qui veut devenir entrepreneur? Pas tous en même temps. Hein. Ok. Qui est déjà entrepreneur? Si j'ose. Ok. Merci. Très bien. Et je vais répéter la suite. C'est pas cool d'être entrepreneur en fait. La problématique c'est que en fait, actuellement, entrepreneur c'est devenu un truc à la mode. C'est comme ce qu'elle disait. Bon, elle me l'a piqué en fait. C'est moi qui dis en fait que c'est un truc à la mode. Mais disons, on est arrivé à un stade en fait. C'est l'impression que j'ai, c'est que être entrepreneur, c'est un peu un truc, ouais, c'est à la mode. Tout le monde veut être entrepreneur. Et c'est presque devenu un truc où finalement, si on n'est pas entrepreneur, si on n'a pas un side project, un projet à côté de ce qu'on fait, en fait, on a raté notre vie. C'est un peu, tout le monde, en fait, veut être entrepreneur, créer son truc, etc. Et en fait, le truc, c'est que moi, ce que je dis, c'est que c'est pas un truc à la mode. En fait, il n'y a rien de cool. En fait, entrepreneur, c'est cool. En fait, il y a cet aspect, ouais, je suis entrepreneur, j'ai mon propre business, je fais un truc à côté, je vends des jus d'orange ou peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est dur. C'est vraiment dur. Et si vous vous dites, ouais, je veux faire entrepreneur, comme ça, je suis libre. Parce qu'en fait, comme ça, je ne suis pas obligé de me réveiller tôt le matin, aller au boulot, faire mes 8 heures par jour, un peu le train quotidien. Je vous dis déjà, entrepreneur, vous allez travailler 7 jours sur 7, et ce n'est pas 8 heures par jour, ça va être 12 heures, 13 heures par jour. Donc, soyez juste conscients que, voilà, ce n'est pas un truc facile. Mais vous verrez qu'à la fin, je ne suis pas là pour vous faire peur. Pour vous dire ne devenez pas entrepreneur, voilà, etc. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est que vous soyez conscient des difficultés qu'il y a à être entrepreneur, en fait, à aller créer son business, etc. Ça, c'est un truc important. C'est, en fin de compte, tout entrepreneur, toute personne qui veut créer sa start-up, son business, ce qui se passe, c'est que, un truc de base, on va vous dire, ouais, fais un business plan. Finalement, c'est ce qu'on a appris. On a appris à faire un business plan pour son business, etc. L'a montrer à une banque, même à l'école, même partout, on apprend à faire un business plan. Mais le truc, qu'est-ce qu'on apprend, ce qu'on n'apprend pas justement, c'est de faire un business plan mental. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être prêt mentalement à être entrepreneur. Dans le sens, c'est que c'est pas juste une question de j'ai la bonne idée, j'ai une bonne idée, du coup, allez. J'ai une bonne idée, en plus de ça, j'ai la banque qui suit, qui me donne de l'argent, super, du coup on y va. C'est pas que ça. Il faut vraiment que psychologiquement, mentalement, etc., il faut être prêt à endurer tout ce qu'il y a à endurer. Et c'est pour ça que, en fin de compte, mon but aussi aujourd'hui, c'est de simplement que vous vous posiez la question, est-ce que je suis prêt mentalement pour cette aventure-là? Est-ce que je suis capable, en fin de compte, d'endurer toutes les difficultés qui vont arriver? Combien de temps je suis prêt à endurer ces difficultés? Est-ce qu'il y a un moment donné, je vais abandonner, je ne vais pas abandonner? Comment ça se passe? Et ça, c'est le truc important. C'est pas juste l'idée ou le business ou c'est ma passion, allez, je vais vendre et tout. C'est est-ce que j'ai le mindset, finalement, pour ça? Alors, ça, je vais vous raconter une histoire, d'ailleurs, il est là. T'arrives en retard, mon gars. Elias, on s'est connus à Londres. Et en fait, je vous mets là parce que vous pouvez lire. Et c'est pour vous donner l'exemple, c'était en 2017. Je vous montre ça pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette aventure dont vous allez, en fait, si vous êtes entrepreneur, si vous l'êtes déjà, vous connaissez sûrement, mais si vous voulez faire, il y a des moments, je vous promets, vous êtes par terre. Vous êtes en bas, mais même plus bas que bas.
Et il y a des moments où vous avez envie de tout lâcher, d'abandonner, etc. Le truc que moi j'ai appris, c'est que dans cette aventure, ayez un bon entourage. Ne le faites pas seul. Parce qu'en fait, souvent, on a la tête dans le guidon. Et en fait, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, etc. Et puis, et souvent, c'est notre entourage qui va peut-être nous aider, qui va nous dire non, mais en fait, ça va aller, t'inquiète pas. Et je ne vous ai pas mis sa réponse, mais il a écrit 2 fois plus que ça. Mais pour me dire non, mais c'est bon, tu verras, t'inquiète pas, endors-toi, et puis demain, ça ira mieux. Le lendemain, ça allait mieux. Mais pour vous dire, entourez-vous des bonnes personnes. L'entourage, c'est super important. Et sincèrement, Elias, tu es là, merci beaucoup, franchement, parce que lui, il m'a connu depuis le début, depuis que j'ai fait mon burn-out et depuis tout le parcours que j'ai fait. Donc de rien à, disons, la pseudo, ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Ensuite, ça, c'est un terme important qui peut peut-être maintenant vous aider, certains d'entre vous, à faire la différence. En fait, la problématique d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont cette fibre, se disent « Ouais, mais j'ai quand même une envie, c'est dans mes gènes, ou je sens que j'ai envie d'être libre, de créer mon truc. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 aspects différents, entrepreneur ou intrapreneur. C'est pas la même chose en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement cet aspect d'entrepreneur qui a grandi que en fait, les gens ils pensent qu'en fait, parce qu'ils ont cette fibre un peu de créer, de faire du business ou d'entreprendre, ils se disent je vais être entrepreneur. Mais attention, peut-être qu'en fait, vous avez la fibre d'intrapreneur. Et ça, j'ai un exemple concret, j'ai un pote qui était directeur d'une boîte d'éditeur de jeux vidéo à l'époque, et il est tout en Suisse. Et il s'avère que lui, à un moment donné, il a changé et tout, il voulait faire consultant, justement. Et il est venu chez moi, on a fait un peu de, disons, je l'ai un peu coaché, etc. Puis pour se lancer comme entrepreneur. Mais je me rappelle, lui, à un moment donné, je lui ai dit, mec, t'es pas fait pour être entrepreneur. Toi, t'es un intrapreneur. Et je me rappelle, il s'était vexé, parce qu'il s'était dit, mais non, mais moi je vais lancer mon truc et tout, je suis fait pour faire ça. Finalement, il a essayé son truc, etc. Maintenant, il travaille chez Swisscom et il est venu vers moi et il m'a fait en fait, tu avais raison. C'est un bon intrapreneur. En fait, c'est un bon leader dans une société, dans une boîte où, en fin de compte, la différence, c'est qu'on n'a pas la pression d'aller chercher son salaire, on n'a pas toutes les responsabilités sur le dos. C'est 2 choses différentes, en fait. On peut être un entrepreneur dans une société. Et c'est pour ça que c'est important que vous posiez la question, est-ce que vous voulez être entrepreneur ou est-ce que vous voulez être intrapreneur? En fait, qu'est-ce qu'il y a en vous? Et peut-être juste ça peut vous aider du coup de prendre la bonne décision. Parce que ce qu'on ne parle pas, c'est qu'il y a plein de gens qui se lancent. Mais il y a tout autant qui arrêtent, qui abandonnent, etc. Parce que la seule force, en fin de compte, et moi je le vois, c'est la régularité, c'est de ne pas lâcher. Et le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que on voit sur Internet, sur TikTok, toutes les vidéos, sur plein de trucs, où les gens disent ouais, comment gagner 10 000 francs en une semaine, ou tout plein de trucs, faites du dropshipping, vous allez devenir millionnaire. Ça ne marche pas. Si ça marchait, tout le monde fonctionnerait. Mais et c'est ça le truc, c'est que ça prend du temps. À part gagner à l'euro-million ou avoir un peu de bol, en règle générale, c'est pas en 6 mois que ça va marcher. Je suis à combien? Bon, ça va. Moi, j'ai bien tout fini. Du coup, pour finir, en résumé, parce que je pourrais parler longtemps, mais la réalité, en fait, c'est ça. Tout le monde pense qu'en fait, le succès, c'est tout droit. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est vraiment ça. Et en fin de compte, l'entrepreneuriat, le chemin, c'est plus ça. Moi, je vous dis là, ça fait 6 ans que je fais ça. Même maintenant, il y a toujours ponctuellement, ça restera, disons, tout le temps que vous êtes entrepreneur, à part si voilà, vous avez 10 millions dans un compte bancaire, vous êtes tranquille. Il y a toujours des moments dans ma vie, il y a des jours où je me lève, je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie?
genre en mode, ouais, en fait, je devrais tout arrêter, je vais aller trouver un boulot, je ferai les 8 heures tranquille, peinard, et puis tout va bien. Ça arrive, et c'est normal, et ça peut arriver tous les 3 mois, tous les 6 mois, mais c'est des trucs, ça arrive. On se pose cette question-là. Et après, ben, on se calme, on réfléchit, on se dit non, en fait, j'aime bien ce que je fais, je vais continuer. Mais disons, c'est ça. Et du coup, ça, pour revenir à avant, c'est est-ce que vous êtes prêt à endurer ça? Parce que ça, c'est dur. Mais, testez. Mais testez consciemment. Soyez conscient de ça. Moi, mon but, c'est que vous soyez conscient que c'est comme ça, que c'est pas le monde des bisounours, en fait. C'est pas le cas. Voilà. Pas comment le projet fait. Par rapport à cette dernière slide où on voit les hauts et les bas, j'aurais peut-être une proposition d'une recette magique tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à un petit peu amorcer certains points le plus dur possible. Mais avant ça, Maël Kalam, Community Agitator Starterland, l'entreprise qui est spécialisée justement dans le travail avec les entrepreneurs, le conseil, le consulting, les projets dont elle nous a parlé avant de venir parler de son expérience juste impressionnante. Sans plus tarder, Maël. Yes, je te remercie. L'idée, ça va être maintenant que Yann vous a bien cassé le moral, d'essayer de monter un petit peu le moral avec le parcours et surtout de passer un peu avec vous les différentes étapes. Alors, je vais la détailler, c'est vrai, il n'y a pas qu'une seule manière de devenir entrepreneur, de loin pas. C'est tout sauf facile, tant mieux, j'aurais pas besoin de répéter tout ce que tu as dit. Par contre, le but, c'est de parcourir un peu avec vous les étapes principales qu'on trouve dans chacun des parcours. De voir qu'est-ce qui est important à bien faire, où est-ce qu'on peut se planter souvent, et de détailler un petit peu sur cette philosophie avec vous. Donc je vous embarque dans un parcours de l'idée au succès, et vous verrez que le succès c'est bien sûr relatif, c'est propre à chacun, on verra un peu comment ça fonctionne. L'idée par rapport à ça, c'est de commencer avec ce fameux état d'esprit. Donc le but, comme je vous ai dit, c'est pas de radoter sur ce que William vous a raconté, mais oui, effectivement, il faut être conscient qu'avant même de passer à l'étape 1, si vous partez dans l'aventure de l'entrepreneuriat, va vous engager dans les montagnes russes. Vous allez vous lever un matin en vous disant, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de me lancer? C'est trop cool. Le lendemain matin, vous allez vous lever, la première question que vous allez vous poser, c'est mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis mis dans ce bordel? Et ça, il faut en avoir conscience dès le début. C'est une stat, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça pose quand même le contexte dès le départ. Il y a 40% des projets qui foirent, qui vont foirer simplement par manque de leadership ou de management personnel. Alors là-dedans, vous allez trouver une grosse partie des gens qui, comme William le disait, qui ont vu des posts sur Instagram où on vous propose de devenir affreusement riche en 2 heures par jour depuis votre canapé. Et c'est clair que ça n'existe pas. Alors il y a une grosse partie des projets qui foirent à ce niveau-là à cause de ça. Par contre, il y en a plein d'autres aussi, tout simplement parce qu'il n'y a pas une vraie raison de se lancer et qu'on n'a pas creusé ces étapes-là au fur et à mesure. Donc ce qui est intéressant à checker par rapport à ça, c'est avant de partir dans un projet entrepreneurial, d'au moins être sûr, convaincu et de réfléchir à ce que vous voulez lancer. Souvent les gens s'arrêtent, je ne sais pas si vous connaissez cet outil peut-être du Golden Circle, à la première étape. Ils réfléchissent un peu, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi j'ai envie de me lancer. Alors ça peut être large, il n'y a aucun jugement de valeur, il y a tous les projets qui tiennent la route. Par contre, souvent on s'arrête à qu'est-ce que je veux faire. Dans mon cas, je fais de la formation, je fais du coaching, je fais du mentoring. Cool, je ne suis pas le seul et ça n'a pas l'air de vous faire rêver en tout cas. Par contre, l'idée avec cet outil, c'est dès le départ, puis Maria creusera ça un peu avec vous, d'aller plus loin par rapport à ça. Oui, je fais quelque chose, c'est cool. Par contre, de partir un peu plus loin dans les étapes et de réfléchir à comment vous faites. En quoi vous allez vous distinguer des autres. Sur quoi vous êtes vraiment bon. Quels sont vos facteurs de différenciation. Quels sont vos avantages concurrentiels. Et si vous arrivez déjà à creuser un petit peu plus par là, on touche gentiment à quelque chose d'intéressant. Par contre, vous verrez, ce qui vous permet de garder la motive, de garder le cap quand c'est chaud, quand on est dans des périodes compliquées, c'est de savoir pourquoi vous faites. C'est d'avoir ce qu'on a au centre ici, ce qu'on appelle le why ou whyology, c'est la vraie raison de le faire. Et ça, souvent, c'est assez rigolo de poser la question aux gens, de demander pourquoi tu te lances. C'est quoi qui se motive? Et les gens vont vous dire, j'ai envie d'avoir plus de liberté, comme tu le répètes. Les gens vont dire, j'ai envie d'avoir un revenu complémentaire. Puis si possible, un revenu qui est automatisé, comme tous les gens qui ont lu la semaine de 4 heures. C'est cool, par contre c'est vite réducteur. Mais si tu vas plus loin et que tu arrives vraiment à trouver qu'est-ce qui te motive au milieu, là on est dans quelque chose de puissant. Et cet état d'esprit, je l'ai mis en étape 0 parce que c'est vraiment la base de tout, avant de se lancer dans l'aventure. La prochaine étape, l'étape 1, c'est de trouver une idée. Qui parmi vous a déjà trouvé une idée d'entrepreneur? Yes, quelques-uns quand même. Et il y a sûrement des gens, vous l'avez sûrement dit, moi je l'ai dit plein de fois, qui vont vous dire j'ai envie de devenir entrepreneur, mais je ne sais pas encore dans quoi. Alors je veux devenir entrepreneur, mais je cherche encore une idée. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne idée ou d'idée parfaite. Il
Et si vous attendez la bonne idée, elle ne va pas tomber tout de suite et vous n'allez pas vous lancer tout de suite. Par contre, je vous rassure, je vais vous montrer quelques outils ou techniques qui peuvent vous aider à y réfléchir et à les trouver. Ce qui est intéressant par rapport à l'idée, c'est qu'elle peut découler de plein de sources différentes. Avoir une idée d'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément faire le nouveau Google ou la dernière start-up technologique, licorne technologique. On s'en fout. Finalement, d'avoir une bonne idée, c'est quelque chose qui va répondre à quelques filtres qu'on va détailler ensemble. Mais ça peut venir plein de choses. Ça peut venir tout simplement d'un manque que vous avez pu constater sur le marché. Ça peut venir d'un benchmark, vous avez trouvé quelque chose de cool ailleurs, on le reproduit ici. Ça peut être d'améliorer quelque chose qui se fait déjà, etc., etc. Ce qui est intéressant, et une phrase qu'on entend aussi souvent, c'est « ouais, je veux me lancer en entrepreneuriat, mais ce n'est pas le bon moment ». Vous avez peut-être remarqué, mais il y a un petit truc qui nous est tombé sur la gueule l'année passée, c'est la Covid. Alors je vous rassure, le but c'est pas de relancer le débat des bases digitales, je crois qu'on en a tous un peu ras-le-bol. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à ce slide, et pourquoi je l'ai mis, où c'est que je vais en arriver avec ça, c'est que oui, il y a un truc difficile qui nous est arrivé l'année passée. Par contre, je ne sais pas si vous avez checké un petit peu, mais il n'y a jamais eu autant, en Suisse en tout cas, de création d'entreprise que l'année passée. Alors j'ai plus le chiffre exact, il faudra que je me recommence plus tard, mais on est à 46 000 et quelques créations d'entreprises l'année passée. Et finalement, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que la circonstance économique ou les différents facteurs qu'il peut y avoir, ben bien entendu, et j'en remets pas ça en cause, hein, ça peut compliquer plein de choses, il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert, par contre c'est aussi tout le temps source derrière d'opportunités. Ça permet de faire bouger des choses, d'inventer des choses et de changer des choses. Il y a une technique qui va sûrement vous faire marrer, mais que j'adore présenter, qui vous permet souvent de tester si votre idée tient un peu la route, sans partir encore dans des immenses business plans ou quoi que ce soit. Vous avez déjà entendu l'histoire du hérisson puis du renard? Pas spécialement? Cool, comme ça je peux la raconter. Donc en gros, il y a une petite histoire très simple. Vous avez un hérisson et un renard, il se passe toujours la même chose. Il y a le renard qui essaie de bouffer le hérisson. Puis du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben à chaque fois, le renard il va trouver un nouveau trick, il va trouver une nouvelle astuce pour essayer de bouffer le hérisson. Et à chaque fois, il se passe la même chose, le hérisson il fait quoi? Il se fout en boule, et il y a le renard qui n'arrive pas à le bouffer. Aussi simple que ça. Du coup, le lendemain, le renard il vient, il prend un nouveau truc, il essaie de bouffer le hérisson. Le gars il se met en boule, le renard n'arrive pas à le bouffer, c'est terminé. Et alors l'exemple qui peut être marrant ou simple comme ça, mais ce que j'ai à vous montrer avec ça, c'est que le renard c'est un touche-à-tout, il essaie de toucher un peu tout ce qu'il peut, d'essayer tout ce qu'il peut. Puis finalement, il est bon nulle part. C'est un peu un généraliste. Vous avez un vrai problème de santé, vous n'allez jamais chez le généraliste, vous allez là où il y a le spécialiste dans ce dont vous avez besoin. Le hérisson, il fait qu'un truc, il se fout en boule. Par contre, s'il le fait bien, il le fait peut-être mieux que tout le monde. Et finalement, il gagne à chaque coup. Et les trois petits fils que vous pouvez utiliser, si vous avez une idée entrepreneuriale, ou même si vous êtes déjà dans vos projets, pour vérifier que vous tenez toujours la route, mais ils sont assez simples. Finalement, le premier, vous devez être balèze dans ce que vous faites. Et lancer un projet dans un projet qu'on ne connaît pas, dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, ben c'est déjà mal parti à la base. Par contre, si vous êtes bon dans quelque chose, vous tenez déjà quelque chose d'intéressant. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il faut que ça vous plaise. Il faut que vous éclatiez là-dedans. Pourquoi? Parce que sinon, on va le faire pendant 1 année, 2 ans, et après, on va arrêter. Je vous donne un exemple qui va peut-être vous faire marrer, mais j'étais plutôt bon en finance, j'ai fait mes études ici, mais ça me fait chier à mourir. J'ai jamais pris le moindre plaisir là-dedans. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe derrière? J'aurais jamais pu lancer une boîte là-dedans. Donc ça doit vous plaire, vous devez être bon dedans. Et le troisième point, c'est que ça doit être monétisable. C'est qu'on doit pouvoir vous faire un business model, on doit pouvoir le mettre sur le marché, ça doit répondre à un besoin pour aller plus loin. Vous connaissez le dîner de con, j'imagine. Il est balèze dans quoi, les gars? Yes, c'est bien compris de la culture cinématographique. Cool. Il fait des super châteaux en allumettes. Il n'est pas mauvais là-dedans. Est-ce qu'il s'éclate à le faire? Il a l'air quand même de bien s'éclater. Par contre, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui a envie de lui acheter ces châteaux? Pas forcément. Et finalement, les 2 premiers filtres, ils passent, le troisième pas. Alors, ces techniques, il y en a plein d'autres. Par contre, si déjà à ce stade-là, simplement l'idée, vous faites passer par les 3 filtres, ça vous permet de faire un sacré tri dans tous les projets que vous pouvez lancer. Une fois qu'on l'a posé, une fois qu'on a une idée, c'est là justement qu'on peut aller un peu plus loin. L'étape suivante, c'est le prototypage. Là, ce qu'on vous propose, c'est simplement de poser sur papier, vous sortiez un peu les choses de la tête, pour voir qu'est-ce que pourrait donner votre projet, qu'est-ce que pourrait vous donner votre idée. Alors, il y a un outil que vous connaissez sûrement, on va peut-être le parcourir vite fait ensemble, c'est le business model Canva. Alors, mis à part le fait qu'il est inventé en Suisse, qu'on peut faire un peu cocorica, où il est cool, c'est qu'il vous permet d'une vision assez synthétique de poser tous les tenants et aboutissants de votre projet. L'idée, c'est que vous le voyez un peu comme une scène de théâtre. Sur cette scène de théâtre, et c'est une super checklist, vous verrez par rapport à votre projet. Je ne sais pas si j'attends aussi c'est laser. Aucun des deux, tant pis. Ce qu'il faut que vous imaginer sur cette scène, c'est qu'au milieu, vous avez ce qu'on appelle une proposition de valeur. Concrètement, c'est qu'est-ce que vous allez amener comme solution à vos clients, qu'est-ce que vous allez résoudre comme problématique. Ça, c'est votre spectacle, c'est votre scène. Par contre, pour que le spectacle fonctionne, il vous faut un public. Vous avez tout à droite sur le schéma vos futurs clients. Et là, de nouveau, la pire erreur que vous pouvez faire, c'est de vous dire je vais m'adresser à tout le monde en visant plus de monde. Je touche plus de monde, ça va marcher du tonnerre.
L'idée, c'est dès le départ de réfléchir à qui ça va parler, comment on va le mettre en place et de le développer. Vous avez votre scène, vous avez votre public. Pour que ça matche entre les deux, dans ce modèle, ce qu'on va imaginer, c'est comment on communique. Quels sont les canaux qu'on va mettre de distribution entre deux. Et là, vous commencez déjà à imaginer un petit peu votre spectacle. Par contre, pour que ça fonctionne, c'est le cas aussi ce soir, il y a la scène, il y a vous. Par contre, il faut que derrière, il y ait une infrastructure, il y a les backstage. Et ça, c'est souvent quelque chose en entrepreneuriat qui est négligé. Les gens voient le devant de la scène, voient les aspects cool, ils ne voient pas tout le taf derrière et comment ça fonctionne. Et tout le taf derrière, vous avez les partenaires cool. Vous montez une boîte, il faudra peut-être une fiduciaire, il faudra peut-être un ou une graphiste, il faudra taffer aussi avec des fournisseurs ou d'autres boîtes. Derrière la boîte, pour qu'elle tourne, il faut des ressources, que ce soit en termes de logiciel ou de personnes. Et tous ces éléments, déjà, on les pose dès le départ dans son prototypage. Et bien entendu, une boîte, ça coûte du fric. Pas forcément beaucoup, et il y a toujours plein de possibilités de se financer. Par contre, il y a des coûts dedans. Et on imagine déjà un petit peu ce qui va pouvoir nous coûter de l'argent, et en parallèle, comment on va faire entrer à terme du cash. Et effectivement, le but d'une entreprise, en tout cas dans la plupart des projets qu'on accompagne, on en voit 150 à 200 en tout cas quand même par année, l'argent est rarement la motivation principale. Tant mieux, parce que ce n'est pas la meilleure motivation. Vous allez galérer au début si c'est le but de faire plein d'argent. Par contre, si vous lancez un projet simplement pour des belles valeurs éthiques, il ne va pas tourner longtemps non plus. Et en fait, en utilisant ce modèle, à la deuxième étape, votre prototypage, vous posez déjà un petit peu les bases. Et ça vous permet déjà, d'une part, de voir si ça tient un petit peu la route, mais surtout, ça vous file votre checklist pour la suite, de voir où est-ce qu'il y a du taf, où est-ce que je suis au clair ou pas, et d'aller un peu plus loin par rapport à ça. On a une idée, on l'a prototypé. L'étape suivante, c'est un peu de le confronter à la réalité du marché. Alors oui, on parlait avant business plan, ce n'est pas l'unique chose à faire. Par contre, si ce n'est pas pour aller montrer à une banque, mais vous projeter dans l'activité, là, ça fait du sens. Le but du business plan, c'est un terme qui peut être barbare, qui peut être abstrait, qui sonne peut-être aussi à l'ancienne quand on parle d'entrepreneuriat. Mais le but de votre business plan, c'est tout simplement de vous projeter. Vous êtes masseur ou masseuse, vous voulez lancer une boîte, la première chose à savoir, c'est combien vous allez devoir faire de massages par jour, par semaine, par mois, par année. Ça peut être pas mal de le savoir, juste pour pouvoir se situer un petit peu. Et l'idée de ce business plan, c'est de rentrer déjà toutes les infos que vous avez pour de nouveau voir si c'est un petit peu viable ou si ça se casse la gueule avant même d'être lancé. Une petite anecdote par rapport à ça qui explicite toujours mieux le truc. On a une dame qui est passée chez nous qui faisait tout simplement des limonades maison. Elle est nutritionniste. Du coup, elle a fait son business plan, grosse étude de marché, et elle a vu derrière qu'il y avait pas mal de demandes, notamment auprès des restaurateurs. Le business plan lui disait qu'il fallait vendre 800 limonades par mois, faisable par rapport à son étude de marché. Le petit qu'il y avait derrière, c'est qu'en termes de capacité de production, elle en faisait 600 par mois. Vous voyez un petit peu savoir? Yes. À ce moment-là, on lui a pas dit que le projet était foutu. Il fallait absolument qu'elle laisse tomber derrière. Par contre, de voir à ce moment-là que c'est foutu, même si vous vendez toute votre limonade, vous êtes en perte, c'est pas mal. Et surtout, ça ne remet pas le projet en question, ça vous permet juste de le travailler différemment. Et le business plan, le prototypage à cette étape-là est là pour ça. Ça vous permet de checker un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Et si besoin, d'affiner le modèle pour le faire différemment derrière. Vous connaissez sûrement l'art de la guerre, tant pis, il va couper, c'est pas très grave. Et de nouveau, c'est un machin qui peut paraître chiant à mourir, on déteste le faire, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy des objectifs. Mais effectivement, ce qu'on voit beaucoup en entrepreneuriat, de nouveau, c'est des gens qui partent un peu la fleur au fusil, qui n'imaginent pas forcément toutes les étapes derrière et qui ne suivent pas d'objectifs. Alors sans vous embêter avec la méthode SMART ou quoi que ce soit, l'idée par rapport à ça, c'est de vous montrer que dès le départ, il faut vous fixer un petit peu où est-ce que vous voulez aller. Vous verrez que plus vous avancez dans la voiture entrepreneuriale, on a l'impression de concrétiser les choses, de développer, c'est le cas. Et c'est souvent assez valorisant. Par contre, ce qui est rigolo derrière aussi, c'est que votre to-do list, elle fait que ça bouge. Et le problème, si on ne pose pas des objectifs dès le départ, qu'on n'imagine pas tout ça, bah de nouveau, c'est le meilleur moyen de se faire. On a vu qu'il faut un état d'esprit au départ, on a vu que l'idée, bah bien entendu, elle est primordiale et qu'elle ne vient pas de nulle part, on la pose dès le départ. On a regardé un petit peu où vous allez avec le prototypage et le business plan, et enfin, on rentre les mains dans le cambouis. Et c'est vrai que toute cette étape de préparation, souvent les gens la négligent. On part tout de suite dans l'opérationnel. On a une idée de boîte, mais on commence par faire un logo cool, développer un site web, puis faire la page Instagram. Bien sûr que c'est important. Par contre, avant ça, il y a toute une réflexion qui peut vous aider à poser un peu mieux les choses pour partir plus loin. Et les mains dans le cambouis, c'est quoi? Je vous fais cadeau de toutes les étapes. Là, ça va être de poser aussi derrière tout ce qui est juridique et organisation. Est-ce que vous voulez partir à la base en raison individuelle, puis finalement, vous prenez les risques que si ça foire, l'entreprise c'est vous et il vient chercher la télé, ou est-ce qu'on part direct en SARL? Est-ce qu'on va derrière mettre en place direct une structure, on parle un peu à la renégade, puis on regarde au fur et à mesure? Toutes ces choses-là, on les pose à cette étape-là. On va mettre en place au maximum pour que ça roule derrière. Une étape qui est souvent négligée aussi, et c'est souvent à cette étape-là qu'on la pose, c'est votre marketing. Il y a une phrase qui est un peu cliché, mais qui est assez cool et qui est honnêtement vraie par rapport à la plupart des projets qu'on voit, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de monde sur le marché, que si vous n'avez pas un marketing qui déchire, vous pouvez avoir les meilleurs produits et services derrière,
c'est chaud. Voire mort. Heureusement, le contraire est vrai aussi. Vous pouvez être des tueurs ou des tueuses en marketing. Si vos produits ou vos services tiennent pas la route, c'est mort aussi. Par contre, dès le départ, et déjà à cette étape de la mise en place, il faut imaginer quelle image on va donner, poser votre identité, aller un peu plus loin par rapport à ça pour le développer. On a vu l'idée, on a vu le prototypage, on a vu le business plan, on est en train de mettre en place. C'est le moment de mettre un immense bordel. Il faut, à ce moment-là, faire parler de vous, aller sur le marché et développer la suite. Est-ce que vous avez une petite idée à peu près combien, le nombre exact c'est pas très important, on voit de pubs par jour? Vous risquez rien, vous pouvez balancer des enchères, c'est pas grave. 1000, yes, merci Marco. 3000, ouais, t'es pas trop mal. Qui dit mieux? 10 000, à peine en dessous. Mais concrètement, on voit par jour en 3 et 5 000 pubs. Alors, bien entendu, selon les stats, ça change un petit peu. Heureusement, c'est de manière inconsciente souvent. Par contre, concrètement, on est soumis partout à de la pub, constamment. Et ce qu'on voit beaucoup par rapport au marketing, puisqu'il va vous donner aussi des tips ou des clés par rapport à ça, c'est que le modèle il a un petit peu changé. Le marketing à l'ancienne, vous mettez en place du télémarketing, comment on appelle, non pas public postage, quand tu vas mettre les flyers dans les boîtes aux lettres, etc., vous allez toquer quand la personne ouvre la porte, vous bloquez le pied pour pas qu'elle puisse fermer, c'est mort, ça marche plus. Par contre, à cette étape-là, quand on parle de mettre un bordel, on parle vraiment d'orienter à fond votre marketing sur le fait de délivrer de la valeur. Alors, délivrer de la valeur, c'est quoi? Ça peut être du conseil, ça peut être du tips. Mais c'est vraiment d'avoir conscience qu'en marketing, qu'en entrepreneuriat à l'heure actuelle, il faut espérer donner pour pouvoir recevoir après. Et ça, vous êtes vraiment obligé de le concevoir de cette manière-là, ou en tout cas d'alliance optique pour le faire. Il y a pas mal de gens souvent qui nous traitent de tarés pour pas mal de trucs différents, mais pour un truc en particulier, c'est qu'on fait beaucoup de marketing de contenu. Donc on a une chier présence sur les différents canaux digitaux, on a du blog, on a du podcast, on a finalement pas mal de contenu dessus. Il y a souvent pas mal de gens qui nous posent la question de nous dire pourquoi vous filez tout ça gratuit? Alors qu'en fait, je pourrais le facturer en heure de coaching. Concrètement, et on vous le disait juste avant, si quelqu'un a décidé de monter sa boîte, ou de trouver des infos, ou d'aller plus loin sur ces thématiques-là, il va chercher, il va se former. Et il va trouver de toute façon de l'info, si ce n'est pas chez moi, ailleurs, sans aucun problème. Par contre, l'idée par rapport à ça, dans cette délivration de valeur, c'est que si les gens trouvent la valeur chez vous, si c'est vous qui faites ce premier step avec eux, qui les aidez dans une première étape, peut-être ils n'auront jamais besoin de vous, mais au moins vous leur avez donné coup de main, c'est plutôt cool. Au-delà de ça, ce qui est pas mal, c'est que derrière le jour où ils auront besoin d'aller plus loin, ils ont besoin de prestations sur mesure ou personnalisées, souvent on retourne là où on nous a donné de la valeur. Vous avez sûrement déjà entendu parler de tous ces thèmes qui sont aussi pas mal à la mode, mais de chemin du client, tunnel de conversion, entonnoir, customer journey et compagnie. Et effectivement, c'est un petit peu ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et pour ce slide-là, alors c'est pas l'idée de s'arrêter trop longtemps dessus, mais vous montrer un peu comment mettre un bordel et faire du bruit, il faut que vous conceviez un peu votre marketing, votre communication, comme une recette de cuisine. L'idée, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, il n'y a pas qu'une seule manière de mettre en place votre marketing. Heureusement, ça m'arrange bien, sinon on aurait moins de taf aussi derrière. Par contre, ce qu'il faut imaginer, c'est que les gens qui vont venir chez vous passent par plusieurs étapes. À la base, ils ne vous connaissent pas, donc votre premier rôle, c'est de trouver des moyens de faire coucou, on est là. Il n'y a pas d'idée à la con, enfin, si quand même, mais il y a toutes les idées qui peuvent être valables à ce moment-là, mais pour dire coucou, on existe, vous pouvez imaginer faire passer le montgolfière au-dessus de Châtel, du sponsoring, de la com via les médias sociaux, ads, ou ce que vous voulez, mais dire que vous êtes là. Et en fait, vous pouvez devenir bon en marketing et en communication et efficient derrière, c'est quand chacune des étapes du chemin du client, depuis l'étape où vous leur dites que vous existez, l'étape où vous interagissez avec eux, vous captez du lead, l'étape où ils vont venir chez vous, vous les fidélisez ou ils deviennent des ambassadeurs, c'est en greffant à chacune des parties des actions marketing ultra précises, en checkant toujours qu'est-ce que ça va donner derrière, et en adaptant un petit peu votre cuisine à le fur et à mesure. Pourquoi le parallèle avec la recette de cuisine? Parce que tu vas faire ta recette de cuisine, la première fois c'était pas bon du tout, tant pis on commence. Ou alors tu vas voir qu'il manque un petit truc, ou un truc qui n'est pas bon dedans, et on affine au fur et à mesure, et c'est vraiment ce qui est primordial à cette étape-là, de mettre un maximum de bordel autour du lancement. Souvent l'étape que les gens veulent d'atteindre, c'est la croissance. Parce que la croissance c'est cool, ça saute bien, et c'est finalement le signe que ça marche bien, qu'on a plus de clients qu'on vend, et que ça évolue. Par contre concrètement, la croissance, c'est là qu'il y a le plus de boîtes qui se cassent la gueule. Pourquoi? Parce que tout évolue beaucoup plus vite. Vous aviez 3 clients à gérer, vous en avez 10 ou 100. Vous aviez un collègue ou 2 collègues à gérer, vous en avez 10 ou 100. Et en fait, à cette étape-là, il y a tout qui s'accélère. Alors, de nouveau, juste pour vous donner quelques exemples concrets ou quelques tips par rapport à ça, mais on voit qu'en termes de management, ça change. Je vous donne un exemple tout con. Quand je suis arrivé dans la boîte, ça fait 6 ans et demi maintenant, on était une petite équipe de 6 personnes. On avait un mode de management qui marchait plutôt bien, c'était la machine à café. On se retrouvait tous les matins, on se prenait le petit kawa ensemble, puis on discutait un petit peu de où on était, sur quoi on bossait et où on allait. Ça marche plutôt bien. On est 22 maintenant. Je vous garantis que la machine à café, ça marche plus la même chose.
Mais en fait, il y a tout qui évolue derrière, il y a tout qui change. On a beaucoup plus de mandats à traiter, ça c'est cool. Par contre, derrière, il faut tout suivre. Typiquement, un truc auquel on ne pense pas souvent, et nous, on s'est bien planté, c'est la facturation. On avait tellement de taf qu'on ne pensait pas à facturer. Et soit on facturait trop tard, soit je vous le dis très sincèrement, je suis persuadé qu'il y a des mandats qu'on n'a même jamais facturés. Et pourquoi je suis persuadé? Parce qu'il y a des gens qui nous ont redit qu'on ne les avait pas facturés, et d'autres, je pense, qui sont très contents qu'on ait oublié qu'on n'avait pas un bon système derrière. Donc il y a tout qui évolue, il y a tout qui bouge à ce niveau-là. Et pour pouvoir suivre, il faut pouvoir le mettre en place. À votre avis, c'est quoi la cause principale de faillite chez les boîtes? Qu'est-ce qui fait que les boîtes, pour la grande majorité, ont des difficultés au foire? Les liquidités. Yes! On est préparé ensemble, hein, c'est pour ça. Du coup, effectivement, souvent on a l'impression qu'une boîte qui foire, qui ne marche pas, c'est une boîte qui n'a pas trouvé les clients, ou qui n'a pas un bon logo, ou qui n'a pas fait un bon marketing. Ben non, on l'a vu avant, il y a l'état d'esprit, mais surtout ce qui fait foirer une boîte souvent, c'est quand elle marche bien. C'est quand vous avez plein de clients, vous avez beaucoup de taf, que tout va bien. Pourquoi? Parce que quand on a beaucoup de taf, plein de clients et que tout va bien, parce qu'on met un peu de côté derrière, c'est le marketing, mais c'est surtout tout ce qui est admin, tout ce qu'on n'a pas envie de faire ou qui nous prend un peu de temps, qui est un peu chiant. Et souvent, ce qu'on voit, c'est des gens justement qui négligent cette partie-là. On avait un seul qui avait un projet un peu perché, mais ça marchait bien. Il était électricien à la base et il customisait des chalets en Valais en faisant des éclairages un peu fous. Pas beaucoup de monde qui faisait ça, il s'était fait son petit réseau, il avait réussi à rentrer un peu dans le truc et il avait du taf de tous les côtés. Ça marchait du tonnerre. Par contre, justement, qu'est-ce qu'il voulait faire derrière? C'était facturer. Donc il se retrouvait à travailler, il facturait à la fin du mois quand il avait un peu de temps. Facture à 30 jours, paye à 45-60, il s'est retrouvé au bout d'un mois et demi sans liquidité et pas loin de la faillite. Alors que sa boîte, il avait des clients, des mandats de tous les côtés. Donc bien entendu, vous voyez que dans chacune de ces phases, il y a des trucs cool, mais aussi chaque fois des obstacles, des échecs à éviter, à faire attention pour aller un peu plus loin. Puis finalement, l'étape finale à laquelle on aurait toutes et tous arrivé, c'est le succès. On arrive depuis notre première étape, qui est l'état d'esprit, l'idée peut-être en première, jusqu'au succès. Or déjà, c'est quoi le succès en entrepreneuriat? Ça dépend de chacun chacune. Pour certains, le succès, ça va être pouvoir se verser les premiers 2000 balles par mois au bout de 6 mois d'activité parce qu'avant ça, on n'a fait que des pattes. Pour d'autres, ça peut être d'avoir créé 3 emplois dans son village, d'avoir développé sa boîte. Pour d'autres, c'est peut-être d'avoir des succursales partout, d'être la marque numéro 1 partout dans le monde. Donc c'est sans aucun jugement de valeur, chacun son succès, sa manière de faire. Par contre, effectivement, la dernière étape, c'est ça. Et ce qu'on voit beaucoup, ce qu'on peut vous filer comme tips par rapport à ça, c'est ce slide-là. Ce qu'on voit énormément en entrepreneuriat, c'est des gens qui font des tonnes de plans sur la comète. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent pendant des mois, voire même des fois des années, à comment je vais monter ma boîte. Et les étapes qu'on a vues là, ou dans un autre ordre, peu importe, ils les font dans des immenses boucles. Et le moment où ils balancent sur le marché, ben finalement, soit ils voient qu'ils ont oublié plein de choses et que ça ne fonctionne pas, soit depuis tout le temps qu'ils ont réfléchi là autour, le marché ça a déjà changé, ça ne colle plus. Et concrètement, ce qu'on voit en entrepreneuriat, ceux qui réussissent bien, ou en tout cas qui arrivent à monter leur boîte et à la pérenniser, c'est des gens qui sont des concrétisateurs, des gens qui sont vraiment dans l'action. Par contre, pas n'importe comment, en prenant en compte toutes les étapes qu'on a vues avant et en y allant de manière intelligente. Donc, passez pas des heures, des mois, des semaines, j'aurais pu faire dans un autre ordre, à planifier, organiser. Par contre, partez sur quelque chose de logique, faites pas les choses par hasard et mettez en place. Et au lieu de taper des immenses boucles de réflexion où on met jamais en place, tapez toutes des mini-boucles, un peu en méthode agile, pour chaque fois mettre en place, on exécute, on check ce que ça a donné, si c'est bien, on le garde, si c'est mauvais, on le vire, on analyse, on adapte, on analyse, on adapte, on y va tout le temps comme ça. Et là, si vous arrivez à imprégner un peu cette méthodologie, si vous arrivez à toujours pas faire les choses par hasard et avoir des vraies raisons dans ce que vous faites, là vous avez déjà des bonnes pistes, des bonnes clés, quelques ingrédients pour lancer le projet. Et bien entendu, le but de ce soir, c'est aussi de vous sensibiliser un petit peu au fait que c'est pas facile, au fait qu'il y a des moments de merde concrètement. Je vous garantis qu'il y a aussi des super moments. Vous êtes tout fou quand vous balancez vos premières publications et que vous voyez qu'il y a des followers derrière. Vous perdez une heure à aller checker chaque like et derrière chaque like, d'aller checker qui l'a mis. La première fois que quelqu'un va franchir le pas de votre boutique, vous êtes trop content. C'est tous des moments qui déchirent aussi. Par contre, bien entendu, croire qu'il n'y a que des bons moments, ce n'est pas la bonne idée. Par contre, si vous êtes prêt à endurer aussi des mauvais moments, ben, il peut y avoir plein de bons moments derrière. Et finalement, pour terminer, je vais vous mettre cette petite phrase qui fout les boules et qui est pas mal quand même. Je l'ai entendu au Web Summit, ça fait 4 ou 5 ans maintenant. Il disait justement que le monde de l'entrepreneuriat, on peut dire le monde en général, ben, il n'a jamais évolué aussi vite qu'aujourd'hui. Et ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête par rapport à ça, c'est qu'il évoluera plus jamais aussi lentement. Et que concrètement, ben, vous avez deux choix. Soit vous montez dans le train, soit vous le regardez passer. Par contre, bien entendu, le choix il dépend de vous, et le choix, c'est à vous de le mettre en place pour la suite. Merci beaucoup pour l'attention, ça sera avec plaisir après pour échanger avec vous par rapport à tout ça. Et du coup, Maria, je te donne la suite. Merci. Alessandro
nous rejoindre. Donc, comme les deux précédentes interventions, 100% pratique, 100% du vécu, parce que dans son actif, il y a plusieurs entreprises, plusieurs startups, et puis il a avancé jusqu'au point de faire un livre là-dessus. Parce que dans chaque réussite, on a certainement une partie des échecs. Et peut-être tu nous racontes l'histoire de ce livre et de ton parcours. Merci. Donc, j'ai un truc pour les slides, mais j'ai pas de slides. De nouveau, ça fait toujours bizarre d'être un peu sur scène, parce que on s'imagine qu'en faisant plusieurs présentations, on s'habitue, mais en réalité, c'est qu'on est toujours hyper stressé. Donc, j'ai ma copine qui est avocate, et des fois, elle doit présenter à son étude, elle est hyper stressée, elle est rouge devant moi quand elle s'entraîne. Elle dit, comment tu fais, toi, à monter sur scène et t'es pas stressé? La réalité, je suis stressé aussi. Mais après, voilà, on parle un peu des choses qui nous passionnent. Et automatiquement, les mots arrivent. Je pense qu'on peut parler des choses qui intéressent. Et automatiquement, on fait une présentation relativement intéressante, espérons. Quand Marianne m'a contacté, elle m'a dit on veut faire un événement pour parler de comment faire de ta passion ton métier. J'ai pas eu besoin de préparer des slides pour parler de ma passion. C'est comme des pêcheurs qui parlent trop de pêche. Ça vient simplement. Moi, j'ai commencé à entreprendre en disant ça, probablement quand j'avais 10 ans. J'adore aller ramasser les champignons dans la forêt. Encore aujourd'hui, j'y étais ce week-end. Et j'ai découvert que je pouvais échanger les champignons avec des bonbons au kiosque du village. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. La fibre, elle m'a sûrement arnaqué sur l'échange, parce que je lui amenais des volets. En échange, je me donnais des petits chupa-chups à 20 centimes, mais je trouvais ça fascinant. Vers mes 12, 13, 14 ans, ma grand-mère a essayé de me mettre au golf. Et j'ai découvert que les golfeurs perdaient des balles de golf dans la rivière. 1 plus 2, ça veut dire que dans la rivière, il y a plein de balles de golf. Les golfeurs achètent des balles de golf. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais après l'école, j'allais dans la rivière, j'allais chercher ces balles de golf, des tonnes de balles. Et après, je mettais ma petite sœur qui était mignonne à l'entrée du golf, à demander 1 franc par balle du golf, on partageait les gains. Donc voilà, c'était ma passion. Mais je ne me rendais même pas compte que c'était une passion pour entreprendre. C'était juste que je kiffais le faire. Et ça me passionnait, de créer de la valeur en tant que telle. Ensuite, voilà, j'ai dû faire mes études et tout ça. J'ai dû faire parce que j'aurais voulu entreprendre tout de suite, mais mon père m'a dit non, il faut aller à l'université, il faut faire ses études, etc. Et je veux dire que je ne regrette pas pour le fait que j'ai appris énormément de choses, mais ça te donne le temps pour réfléchir à des idées, ça te donne le temps de rencontrer des personnes qui ont eux-mêmes des passions, et donc ça te permet de nourrir amateur, je ne sais pas comment on dit en français, mais d'élaborer des idées. Et j'ai eu la chance, il faut dire que c'était un petit peu la chance aussi, qu'à la fin de ma 3e année HEC, j'ai participé au concours Start Lausanne, donc il rémunérait à l'époque avec 20 000 francs l'idée entrepreneuriale la plus intéressante. Et à nouveau, j'ai eu la chance sur 47, 45 ou 50 projets de gagner la première place. Et donc j'avais 20 000 francs que quand j'avais 23 ans probablement, pour moi c'était énormément d'argent, pour relancer ma première aventure entrepreneuriale. Je dis waouh, c'est incroyable, ça tombait bien, je venais de terminer mes études, mon père était déjà là avec on va faire un master. Donc voilà, je me suis lancé, j'ai cherché quelqu'un qui avait la volonté de se lancer avec moi, et je suis tombé avec un collègue d'études qui finalement il venait de faire une expérience d'une start-up à Amsterdam, il dit ah oui, mais moi ça me passionne, on se met ensemble. Et on a vraiment commencé de nulle part, on avait notre table, notre chaise, on allait au boulot, surexcité, on va faire des mions, on va tout défoncer. Et voilà, from scratch, on a pris sur le terrain. Et c'est vrai, c'est dur, et ça l'est tous les jours, ça l'est aujourd'hui, de l'eau qui est passée sous les ponts. Mais sincèrement, je ne me souviens pas d'un moment où je me dis j'ai pas envie d'aller au boulot aujourd'hui. Sincèrement, tous les jours, c'est ma passion. Je sais pas, quelle est ta passion? C'est trop technique, mais il y a, je sais pas, une danseuse, mon frère est magicien, il a transformé la magie dans son travail.
Il est devenu magicien. Et lui, ça ne le saoule pas aller travailler parce que ça le passionne. À côté, il avait la passion pour la parapente. Il a monté une boîte de parapente. Il me dit, mais c'est génial, les gens me payent pour me balader et voler. et entre-temps, cette boîte est devenue une des meilleures boîtes de tourisme du Tessin parce qu'il le fait avec une passion qui est innée. Pour lui, c'est naturel. Et il ne doit même pas s'efforcer de le faire. Ensuite, donc, il y a eu Chronodeal. Chronodeal a duré 3 ans, dans laquelle on a lancé une autre start-up qui a créé des frictions avec mon associé. On s'est séparés, on a liquidé Chronodeal en remboursant une partie de la levée de fonds qu'on avait fait à notre investisseur, ce qui est relativement rare. Normalement, les startups essaient de tout cramer et que quand ils n'ont plus d'argent dans la caisse, ils disent ok, on va faire autre chose. Mais là, j'avais vraiment ce sentiment que je ne m'épuisais plus dans mon travail. Et je me suis dit ok, c'est le moment de faire autre chose. Donc on a remboursé, malheureusement lui il a perdu un peu d'argent, moi j'ai perdu un peu d'argent, qui avait participé financièrement à perdre un peu d'argent. Je suis rentré au Tessin, je suis tessinois à la base, l'accent me trahit un petit peu. Et on a repris un terrain de camping avec mon cousin et mon frère. Et on s'est dit, ok, on va faire de ce terrain de camping le meilleur camping de Guyane. Et de nous, c'est passionnant. On a recommencé un nouveau boulot de zéro. Donc on s'est mis à restaurer, faire les contrats, faire le petit site internet, le Instagram, etc. Et gentiment, ça a pris de la forme. Et aujourd'hui, on est content. C'est un des meilleurs campings de Suisse. On a des projets pour l'élargir. À terme, on aura un bel pourcentage du tourisme par hôtelière du Liban. Un business, heureusement, pour ce côté-là, c'est beaucoup plus rentable que l'e-commerce. Si je peux donner un petit conseil, probablement, au cas des sûrement, personne d'entre vous va faire le prochain Facebook. Sauf si vous avez un bol monumental, c'est probablement plus facile de gagner l'Euromillion ce vendredi que faire le prochain Facebook. Mais il y a plein d'idées qui peuvent vous permettre de gagner suffisamment d'argent pour être hyper content. Il ne faut pas s'imaginer, voilà, j'ai parlé avec un pote à moi qui me dit « Ah non, mais il a une start-up, je ne vais pas dire non, mais moi je veux continuer ça parce que le jour qu'on va faire l'IPO, on va faire 50 millions. » Je dis bah déjà, si tu vas faire l'IPO, et en plus, moi je ne vois pas dans l'argent un objectif motivant pour dire ok, je vais le faire et si un jour je vais y arriver, ok, j'aurai fait mon jackpot. Mais sincèrement, je connais beaucoup d'entrepreneurs de succès. Tous les gens qui ont fait un IPO, qui ont revendu, qui ont fait le gros jackpot, ils s'emmerdent et ils lancent une nouvelle startup. 100%. Les gens qui ont du fric et qui ont construit leur fortune, ils s'emmerdent et relancent un projet. 100% de gens. Bref, retournant au camping, ensuite il y a le groupe MK Farm Group qui m'a contacté. Et là, je me transforme de entrepreneur à intrapreneur, comme il a bien expliqué bien avant. Ils me disent, ok, nous on veut monter un projet dans l'e-commerce pour vendre des métaux précieux aux particuliers. Très bien, je m'y connais en e-commerce, je m'étais promis à moi-même que j'aurais jamais plus fait d'e-commerce de ma vie, parce que c'est souvent. Après 2 mois, je me retrouve dans une boîte pour faire d'e-commerce. Je connais rien à la finance, très peu, aux métaux précieux en général. Et là aussi, je pense pas que c'est une question de le salaire, bien sûr, tu as cette tranquillité du salaire, mais le challenge, quand ils m'ont dit on va faire de ça la plus grande boîte en Europe de métaux précieux pour les particuliers, je dis voilà, c'est génial. Combien on va mettre? Voilà, ça c'est le budget. Ok, c'est un vrai challenge. Et c'est qui l'équipe? C'est toi, tu commences. Voilà. Donc voilà, je suis reparti de zéro. En 2017, j'ai réappris complètement un nouveau boulot. L'or, l'edging, la livraison des métaux précieux, la compliance. Je souhaite à personne de faire face à la compliance. Je pense que c'est la chose la plus merdique du monde. Pas parce que oui, ça prévient le blanchiment d'argent et tout ça, mais la réalité c'est que nous, entrepreneurs, on veut vendre. Et toi, tu as des gars qui sont à côté de toi, je dis ah non, je ne te vends pas parce que je ne suis pas trop à l'aise avec l'argent. Donc, relativement compliqué. Ça nous a pris 1 an à mettre en place le site internet. Imaginez-vous, pendant 1 an, j'étais quasi tout seul parce que mon CTO n'était pas dans mes mêmes bureaux. Regarder un mur blanc sur un projet que je ne connais pas, à essayer tous les jours d'arriver au boulot avec on va le faire.
Et c'est pour ça que c'est vraiment important que ça soit votre passion. Parce qu'on peut vous donner tout l'argent du monde, mais si vous n'êtes pas passionné et vous n'arrivez pas à vous passionner de ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez jamais y arriver. On a lancé en 2018, on galérait 2019, on a 2020, on a explosé grâce à Covid aussi. On a un petit peu malheureusement surfé la vague. Excusez-moi l'expression. Et là, voilà, entre-temps, Gold Avenue, on est monté à une trentaine d'employés. On bouge des centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc c'est intéressant, c'est hyper stressant, c'est dur. Je viens de virer un de mes meilleurs potes. Pas facile. C'est tous les jours, c'est dur. Plus on devient grand, plus ça devient compliqué. C'est pour ça que ne visez pas à faire une entreprise gigantesque qui va bouger énormément et tout. Chaque employé, c'est une responsabilité. Chaque personne qui vous rejoint, ça va vous prendre, ça va vous consommer, vous aurez mal au ventre parce que c'est du stress que vous allez devoir digérer. Donc, de nouveau, ça doit venir de vous-même. Ça doit être votre passion, ça doit. Et de nouveau, c'est pas juste entreprendre, faire de votre passion une start-up ou quoi d'autre. C'est vraiment, même n'importe quel travail, pour moi, travailler à n'importe quel poste pour quelqu'un, ça peut être autant passionnant. Je viens de parler avec un ami à moi qui est venu me rendre visite à Genève. Il me dit, je travaille pour cette boîte qui en fait des systèmes, software, c'est très technique. Et il m'a dit, j'adore, je me réveille, je vais au boulot et je suis content. Et sincèrement, c'est ça que vous devez chercher. Si c'est créer une start-up qui vous le rend, que vous sentez ça, et donc vous vous réveillez le matin et vous dites, ah, trop cool, je vais au boulot. Mais moi, je ne comprends pas les gens qui se réveillent le matin, bientôt le vendredi, bientôt, heureusement le week-end, comme un lundi, c'est de nouveau le lundi, c'est dur. Arrêtez, vous êtes en Suisse, vous êtes instruits, vous avez tout le temps du monde, vous êtes tous relativement jeunes. Vous avez un petit peu moyenne comme ça, on n'est pas mal. Mais prenez le temps. Trouvez quelque chose qui vous passionne. Si vous payez, regardez pas le salaire, vous aurez tout le temps du monde. Si vous faites quelque chose qui vous passionne, automatiquement l'argent va arriver avec, vous allez trouver parce que vous êtes passionné, vous avez amené une vraie valeur. Donc, nous, je vais laisser plus de temps pour la partie séance ouverte parce que je pense que c'est intéressant pour poser des questions et avoir votre point de vue. Mais vraiment, j'insiste. Il n'y a pas de mauvais boulot, même ma copine avocate, je dis, soyez grateful, apprécie le fait du travail que tu as. Sachez aussi que les choses ne viennent pas d'un jour au lendemain. Aujourd'hui, ça fait, je pense, 8 ans, 9 ans que je travaille sur des startups. Ça grandit gentiment et c'est clair que maintenant, c'est une situation même financièrement agréable, mais c'est des batailles tous les jours. Et soyez conscients que la plupart des fois, vous êtes trop tôt dans le process et vous demandez à vous-même, vous voyez déjà plus loin, mais appréciez le parcours parce que moi, honnêtement, la slide numéro 7, le succès, vous n'allez jamais l'atteindre parce que vous êtes méchant avec vous-même et c'est 100% le cas. Vous n'allez jamais être satisfait parce qu'une fois que vous avez atteint l'objectif, vous êtes déjà en train de penser à la prochaine. Et je vous garantis, moi c'est la même chose, j'ai de la peine à fêter les succès, si on peut les appeler tant que tels, parce qu'une fois qu'on y arrive, on a hâte de la suite, et donc on continue à aller plus loin. Donc vraiment profitez du parcours, soyez grateful pour ce que vous avez, et investissez dans votre passion, parce que c'est votre passion qui va vous permettre d'avoir la vie la plus épanouie possible. Voilà. J'ai trouvé une recette magique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que, parce qu'on a vu, il y a les différents parcours, il y a les différentes difficultés, on peut fêter les réussites, on peut fêter les échecs, parce que finalement, ça fait partie du succès, ça fait partie du parcours. Mais une question que j'aimerais bien vous poser, et peut-être, voilà, vous avez certainement vu ça dans le programme, quand on se pose la question pourquoi devenir entrepreneur? Bien sûr que, voilà, tout de suite, on va penser qu'il y a différentes motivations à devenir entrepreneur. Soit c'est, comme on a dit tout à l'heure, de se lever quand on a envie de se lever, de faire ce qu'on a envie de faire, d'où on le veut, quand on le veut, comment on le veut.
Il y a d'autres raisons, parfois certains d'entre nous, ou dans différentes situations, on n'a pas forcément ce choix, on n'a pas trouvé d'autres opportunités ailleurs, et puis on est obligé d'assumer derrière. Parfois c'est juste la tradition familiale où on va reprendre quelque chose de notre famille, de notre père, etc. Ou ça peut aussi être quelque chose en lien plus avec la passion, même si voilà, après on va discuter, est-ce qu'il faut que la passion, comme on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il faut que ça devienne le business, ou il ne faut surtout pas, pour ne pas justement brûler ou mettre toutes les œufs dans le même panier. Justement, c'est ça la question que chacun va répondre pour soi. Et c'est pour ça que je demandais tout à l'heure s'il y a des entrepreneurs déjà, vous le connaissez déjà. Ou les personnes qui veulent se lancer, vous savez aussi pourquoi vous avez les raisons derrière. Mais quand moi, je voulais commencer à discuter de ce sujet, c'était justement reformuler cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire tel ou tel projet? Qu'est-ce que derrière? C'est pas uniquement devenir entrepreneur, mais quand on prend un projet, on a vu que voilà, tout le monde a plusieurs projets. Ça peut être intéressant de le combiner, si on arrive à le combiner avec le travail ailleurs. Mais justement, pourquoi ce projet-là? Et j'aimerais bien vous raconter deux histoires pour partager cette réflexion. Justement, le levier. Quand, il y a 7 ans, je voulais faire un projet avec les entreprises horlogères, les indépendants. Ce sont les marques qui ont apparu à peu près il y a 20 ans. Donc, on va difficilement les comparer à un Rolex, à un Patek, etc. Donc, complètement différents, qui sortent d'ordinaire, qui font les montres, qui on ne va même pas appeler les montres, mais plutôt, je ne sais pas, time machine, object of art, quelque chose comme ça. Et puis, je connaissais très bien quel projet je veux faire, je connaissais très bien comment je peux rentrer en contact avec certaines entreprises. Ici, par le travail ici, j'ai eu la chance d'être impliquée dans l'activité de l'Institut de marketing horloger où on avait justement les contacts avec les entreprises. Et puis, je sais qu'ils sont sympas, ils sont créatifs. Et donc, toute motivée, je viens vers un mentor. Un mentor, mais un mentor. Et je lui pose des questions. Comment est-ce que je peux avancer dans ce projet? Et puis, tout de suite, il me pose des questions. Maria, pourquoi tu veux faire ce projet? Et je dis parce que je travaille dans l'Institut de marketing horloger, on est en contact avec ces entreprises, j'ai la possibilité de rentrer en matière avec eux. Ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux travailler avec ces entreprises? Je dis parce que c'est créatif, parce que c'est intéressant, parce qu'ils font des choses juste impressionnantes, complètement différentes. En plus, leur stratégie marketing, parce que c'est autour de marketing, stratégie marketing sont complètement différents. Ils doivent se réinventer, ils ne doivent pas faire ce que tout le monde fait. Ok, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux travailler avec ces entreprises. Mais pourquoi tu le veux? Je dis, mais ça m'intéresse. Et là, je me pose des questions qui m'a juste tuée et je suis marquée maintenant quand je coach certaines entreprises, quand je coach certains entrepreneurs, quand je donne les cours, soit sur les équipes, soit sur le leadership, etc. Je pose cette question. Quel est ton levier? Pourquoi tu veux travailler? Pourquoi tu veux réaliser ce projet? Qu'est-ce que exactement t'anime derrière? Et voilà, on a vu les partages très franches, très transparents. Moi, je vais vous donner ma réponse par rapport à cette étude-là, ce projet-là. Je me suis rendu compte que moi-même, dans le monde dans lequel j'ai travaillé, j'étais moi-même cette entreprise indépendante, créative, différente, qui fait les choses que personne ne fait, qui se débrouille à mettre en place les différentes activités que personne ne fait. Et c'est pour ça que j'étais naturellement intéressée à s'associer avec ce genre-là. Donc quand on choisit notre projet, c'est pas par hasard. Quand on choisit, par exemple, si on prend les différents boulangers, pourquoi il y a un qui va partir dans quelque chose pour tous les jours, pourquoi quelqu'un d'autre va faire quelque chose vraiment très local, très petit, qui va le livrer, par exemple, chez les voisins, pourquoi quelqu'un d'autre va partir dans la cuisine, haute cuisine, ou faire, je ne sais pas, la pâtisserie. Chacun va trouver quelque chose de soi, chacun va trouver, même si on est presque obligé de faire certains projets entrepreneuriaux, il y a toujours la personnalité derrière. Et le levier, c'est justement là où on va chercher. Pourquoi j'ai envie de le faire? Pourquoi j'ai
envie d'avancer, pourquoi je ne peux pas faire autre chose. Et d'ailleurs, deuxième exemple que je voulais partager avec vous, c'était cet événement-là. Et si vous êtes là, je pense qu'on peut le dire que c'est réussi. Parce que je n'ai pas vu personne partir, je ne pense pas que vous êtes resté que pour l'apéro. Vu les qualités des interventions, moi-même, mes attentes étaient surpassées. À ce qu'il paraît, l'équipe dit que tout marche, les caméras, le zoom, on reçoit toujours les questions. C'est réussi, mais c'est le top de l'iceberg. Parce que cet événement, comme je dis tout à l'heure au début de présentation, ça fait il y a une année qu'on voulait faire cet événement parce que l'année passée, comme je dis, on a fait l'événement pour les étudiants. Mais quand on met, et c'était très belle réussite, c'était très belle aussi l'échange, les discussions. J'ai vu les feedbacks assez impressionnants. Et puis on s'est dit, on va faire quelque chose pour les entrepreneurs. Parce que quand on est entrepreneur, les challenges ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes, l'engagement est bien supérieur et puis c'est complètement différent. Mais après, on a vécu ce qu'on a vécu, tout le monde est confiné, vous avez vu, on a quand même essayé de faire, on a fait les différents événements en ligne. On a failli de faire cet événement au mois d'avril pour être en mode digital, mais ce n'était pas toujours ce qu'on voulait. Et puis, on s'est lancé, au mois de septembre, on s'est dit, tiens, finalement, on a une année, on a envie quand même d'avancer, on a envie de réaliser ce projet-là. Et puis, on a commencé à avoir plein de problèmes. Comme tout à l'heure, sur le graphique de Liam, voilà, où je suis, ça ne marche pas, de nouveau, ça ne marche pas, et puis, voilà, ce n'est pas le timing qui est bon, ce n'est pas les intervenants qui sont disponibles, on n'a pas forcément de tout ce qu'on voulait avoir. Mais moi, j'ai pris le lead sur ce projet, sur cet événement, parce que voilà, c'était justement l'idée que j'ai eue il y a une année. Je savais exactement pourquoi je devais le faire. Et c'était pour allumer le feu. Pour allumer le feu, si possible, dans vos yeux, si possible, dans vos cœurs, à poursuivre votre objectif à vous. À se réaliser, peu importe si on va l'appeler entrepreneur, peu importe si on va l'appeler intrapreneur, voilà. Peu importe dans quel format on va le faire. Aussi, ça va juste à un moment donné rester juste un hobby. Mais justement, d'être passionné et d'avancer. Peu importe finalement quel format ça va prendre. Parce que quand on est passionné, c'est ça ce qui va nous motiver de remonter justement de ces creux qui sont super bas, quand il n'y a personne qui nous soutient, quand il n'y a rien qui va, comme on a envie que ça va. Quand il y a plein de difficultés, on doit vous checker, on doit vous scanner, on doit porter les masques là-bas, ici heureusement pas. On doit trouver les gens, on doit trouver les partenaires pour que, voilà, parce que si moi-même ou si on est 5, 6 dans le club, on arrive à partager l'information, c'est bien, comme elle a dit, c'est en communication, c'est en marketing, voilà. On peut avoir super projet, super idée, ça marche pas. Et justement, c'était pas évident de faire cet événement et c'était pas évident d'avoir 85 participants, mais on avait l'idée derrière, on avait l'ambition derrière, on avait le sens. Parce que du club, c'était justement créer le sens, donner de motivation, donner de l'inspiration, de l'enthousiasme d'avancer. Peu importe finalement le format, peu importe finalement le domaine, etc. etc. Et c'est justement ça, c'est presque une de rares choses, je ne connais pas vraiment d'autres éléments, à part le soutien de nos proches, comme tout à l'heure été dit, c'est la seule chose qui va nous faire avancer. Quoi qu'il arrive, traverser les moments les plus difficiles, les plus compliqués, les surprises le moins attendues, et c'est justement ça. Cette flamme, cette ambition, cette réalisation de quelque chose qui est plus loin, qui est plus grand que les problèmes, que les difficultés, que les refuses, parce que voilà, on a vu que c'est pas toujours super parfait, c'est pas toujours super facile d'avancer et d'obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, et c'est justement que finalement va attirer le monde vraiment. Parce que moi j'étais impressionnée par le nombre de personnes qui ont
repartagé notre flyer. Plusieurs personnes sont revenues vers moi pour dire est-ce que vous voulez qu'on refait ça? On rajoute encore un coup, on le met sur LinkedIn, on le met sur Instagram, on le met dans différentes associations. Et dès qu'on a décidé, dès qu'on est aligné, dès qu'on sait ce qu'on a envie, dès qu'on est motivé et dès qu'on a cette force et la persévérance, comme tout à l'heure aussi on a entendu parler, dès qu'on a le sens, dès qu'on partage ça, on traverse plein de choses. Et c'était justement l'idée de notre événement aujourd'hui, de montrer que tout est possible quand on croit, quand on s'engage, quand on pense qu'on est fort, quand on pense qu'on peut arriver, justement à partager cette flamme, justement à surtout le garder à l'intérieur. Et je pense que c'est le temps de passer aux questions parce que j'ai vu les questions apparaître du Zoom. Nous aussi, on a préparé quelques questions et j'invite tous les intervenants à monter sur scène. Est-ce qu'il y a déjà une question brûlante qui doit être posée directement depuis la salle? Parce que vous êtes déplacés. D'ailleurs, on était impressionnés par l'engagement des personnes qui ont venu en présentiel parce que quand on a eu les inscriptions, on a eu les personnes qui viennent de Delémont, on a vu les personnes qui viennent de Genève, et c'est pas que les jeunes intervenants. On a vu les personnes qui sont d'accord de se déplacer de Fribourg, donc vraiment bravo, merci d'être là, c'est vraiment très sympa. Question brûlante? Oui, François? Tout d'abord, merci Maria pour l'organisation de cette soirée. Merci aux intervenants d'avoir partagé leur enthousiasme. Il me semble que j'ai entendu plus souvent le mot problème, difficulté, échec que le mot succès. Est-ce que finalement le succès, c'est pas de rebondir d'échec en échec? Oui. Alors, je dirais c'est la vie d'entrepreneur. C'est vrai qu'en fait, je pense que la force que les entrepreneurs ont, c'est justement de rebondir d'échec en échec et surtout que lors d'un échec, de ne pas rester par terre. C'est de se relever tout le temps. C'est totalement ça. Ouais. Après, il y a toute la définition d'échec. Moi, justement, le livre que j'ai. Il a écrit un livre, si jamais. Je suis le personnage principal de mon propre livre. Mais à la fin, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à l'écrire parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais justement, les échecs de la réussite, c'est. Les échecs, c'est des échecs si on les prend comme tels. De nouveau, c'est des apprentissages, ça nous permet d'aller de l'avant. Donc avec les échecs, on fait pas faillite, on ne se casse pas un bras ou des choses problématiques pour notre santé personnelle, disons ça. Ça reste des échecs sur le travail et je pense que ça nous permet d'aller plus loin et plus fort. C'est uniquement un titre personnel, mais c'est vrai que les plus beaux trucs qu'on a montés, ou là où on s'est plus marré, c'est chaque fois quand on s'est planté avant. Donc on a foiré pas mal de choses, alors effectivement, comme tu dis, c'est pas des choses graves, ça ne met pas à péril dans la demeure. Par contre, chaque fois qu'on a pu monter après les trucs sympas, ou en tout cas réfléchir à est-ce qu'on fait toujours ce qu'on aime, est-ce qu'on peut faire les choses différemment, c'est après s'être planté. Donc tant mieux de temps en temps. Pas trop souvent. Pas trop non plus. Pas trop coûteux. Ouais. Voilà, les précisions. Une autre question? Non? Moi j'en ai une volontiers. Oui. Rapidement avant que j'aille chercher l'apéro. Est-ce que c'est toujours possible de faire partie de vos clients non facturés? Ça dépend du nombre de verres à l'apéro. À toutes. Ouais. Alors, une question que j'ai reçue, c'était de savoir le syndrome de l'imposteur. Quand on commence depuis le début, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas forcément énormément de choses de vécues, quoi faire? Ouais, j'ai attaqué fake it until you make it. Non, à nouveau, tout le monde apprend sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on apprend le plus, donc il faut tester. Et oui, au début, il faut un petit peu fake it pour aller de l'avant et être des bons vendeurs. Il faut croire dans son propre projet et si on n'y croit même pas nous, ça va être difficile de vendre à quelqu'un. Donc ça c'est mon petit Et si on ne croit pas à soi-même,
Ah oui, mais alors, c'est une qui se lance. Je rebondis sur ce qu'il dit parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte. Et moi, en fait, je l'ai vécu. Il y a des gens qui ne m'ont pas parlé. C'est les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, lancer leur truc, mais ils n'aiment pas se mettre en avant. Genre en mode, ah mais non, j'ai pas à être devant une vidéo, ou ouais, j'ai pas bien envie. écrasé. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'ils ne pouvaient pas se mettre dans les derniers 3 films. Non, c'est ça. C'est la dernière ligne qui était possible. Et en fait, pour dire, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ça arrivé. Ouais, je veux lancer mon truc, mais j'ai pas envie de me mettre en avant. J'aime pas me mettre en avant. Alors il y a un truc, je peux vous dire, si vous aimez pas vous mettre en avant, vous faites pas entrepreneur. Parce que la problématique, c'est que vous devez vous vendre. Parce que si vous vous vendez pas, personne ne va le faire pour vous. Et du coup, personne ne va aller chercher l'argent pour vous. Donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment travailler. Et je vais vous donner un exemple, mon exemple à moi, pour Via Media. Donc le truc où je fais des articles, je fais des vidéos unboxing, etc. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos unboxing où je montrais que mes mains. Donc je me filmais et je déballais les boîtes. Et il s'avère que, parce que j'étais pas à l'aise. Vraiment, j'étais là, mais jamais de la vie, je vais me mettre devant la vidéo et tout. Et Elias qui est ici, je me rappelle, lui, il m'avait dit, viens, il faut que tu te mettes en avant. En fait, les gens, ils préfèrent comme les youtubeurs, quand ils voient la personne. Ça permet de s'identifier. Je me rappelle, je lui avais dit, c'était il y a 2 ans, je crois, je lui ai dit mot pour mot, jamais de la vie, je me mets devant la vidéo. C'est ça. Et maintenant, je fais des vidéos YouTube et puis ça passe. En fait, à un moment donné, il faut le faire. Ouais, il y a plein de caméras et tout. Mais le truc, c'est que, en fait, pourquoi à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais me mettre en avant, c'est qu'en fait, à un moment donné, je suis arrivé à sa phrase et je me suis dit, en fait, il a raison. Si je me mets pas en avant, ça marchera pas, en fait. Et voilà. Puis éviter peut-être de. La dernière fois que j'ai vécu le syndrome de l'imposteur, c'était ça. Quand on me demande finalement, je fais une conférence sur l'entrepreneuriat avec ma tête de poupon sur la scène au milieu, ben voilà. Et aussi un moment où tu te dis, est-ce que j'ai la légitimité d'être là-devant, qu'est-ce que je vais leur raconter, etc. Et effectivement, comme vous dites, c'est que au bout d'un moment, fonce, teste-le, puis surtout essayer d'éviter de se mettre trop de pression derrière. On s'en fout si c'est pas parfait, on s'en fout si ça va pas tout fait bien dès la première fois. Et au fur et à mesure, on fait de moins en moins semblant, on essaie en tout cas. Puis ça passe, ouais. Je crois qu'il y a tout le monde qui passe par là. Ou en tout cas, sinon ils peuvent très bien. Je peux ajouter un détail. Je sais qu'il y a plein de questions dans la salle, mais ils n'osent pas les dire. À l'apéro. Et dès qu'on va à l'apéro pour un petit bout de pain, tout le monde a j'ai une question. Donc voilà, c'est le moment, on est là exprès. Donc si vous avez, voilà. Les questions, Les questions, oui, par contre, c'est beaucoup de modestie dans ces réponses-là parce que d'une côté, je vous avais vu déjà, et toi sur la vidéo, et toi faire la présentation, et le livre aussi d'ailleurs, mais en répondant à cette question-là, vous venez de répondre à 2 autres qui étaient aussi posées, que j'allais poser. Donc la première question sur la marque personnelle de l'entrepreneur, se mettre ou pas en avant, comment est-ce qu'on va se présenter, comment est-ce qu'on va se positionner, comment est-ce qu'on va l'assumer derrière. Important, pas important? Tu l'as dit au début de la présentation, le personal branding, aujourd'hui c'est juste fondamental. Personne ne va vous enlever vous-même, sauf le jour que vous... Voilà. Mais c'est vraiment important de vous afficher, être présent sur les réseaux, sur LinkedIn, sur après Instagram, c'est peut-être quelque chose un peu plus chill, mais dans le domaine professionnel, soyez présent, faites-vous voir, mettez-vous devant, faites-vous remarquer. Finalement, c'est vous êtes votre propre billet de visite et il n'y a rien de plus valuable que vous-même. Puis personne ne va le faire pour vous. Et ça peut vous rapporter des mandats. Non mais c'est vrai. Moi j'avais donné un workshop sur les influenceurs dans le sport à la Maison du Sport à Lausanne. J'ai juste posté une photo sur LinkedIn comme quoi j'avais participé, j'avais donné ce workshop. Grâce à ça, j'ai pu donner des cours au SAVI à des bachelors de première et deuxième année parce qu'en fait, un autre ami qui travaillait au SAVI avait vu que j'avais donné ça, il me fait « Ah, mais tu donnes ça, c'est cool. Est-ce que tu es OK de venir donner, en fait, intervenir pour ça ?» Du coup, techniquement, j'ai eu un mandat juste parce que j'ai fait un post sur LinkedIn. Et ça, je vous assure, ça marche beaucoup comme ça. Ça peut aider en tout cas. Je peux
que confirmer parce qu'après chaque entraînement, soit c'était en ligne, ce qu'on a organisé durant l'année, soit c'était l'événement le premier l'année passée. Chaque fois, on a les mandats pour les intervenants qui viennent. Donc, ça peut aussi d'ailleurs le cas être pour on te dira. Voilà. Chercher en masse de l'or. Ouais. Voilà. Une autre question qui est venue, j'ai une autre question qui est venue du Zoom. Quand est-ce qu'on peut, ou il faut rendre notre produit public ou du service? Ça, c'est une question qu'on a souvent. Les gens, ils ont tout le temps l'impression que lorsqu'ils ont une idée, c'est la nouvelle idée à la mode, que personne d'autre l'a eu, qu'elle est géniale, il ne faut surtout pas la partager, sinon on te la pique. Honnêtement, quasiment toutes les idées que tu vois, il y a déjà quelqu'un d'autre qui les a eues. Mieux, différemment, ou avant, ou après, peu importe. Hein, mais souvent, de pouvoir challenger son idée dès le départ, d'en parler rapidement, pour avoir un petit peu un sparring partner autour qui peut nous donner des réponses. Je vais arriver. Ça vaut le coup, donc le plus vite possible. Encore une pédo. Rien d'autre à rajouter. Donc, justement, de nouveau, elle vient de répondre à la deuxième question que je voulais poser par rapport au garder les idées pour soi, ou les partager, ou les répartager. Qu'est-ce que vous en pensez? J'entends tous les jours des idées géniales. Maintenant, je ne vais pas m'amuser à voler les idées de chacun. J'ai mon propre job. C'est ça. Et surtout, il y a la problématique, c'est qu'il faut se rendre compte que. En fait, la problématique, c'est que les gens pensent que parce qu'ils ont une idée, ben, c'est bon, c'est la bonne idée, et puis quelqu'un d'autre va la piquer. Avoir une idée, c'est bien, mais faire le projet, créer tout le truc derrière l'idée, ça, c'est complètement autre chose. Hein. Parce que je vous assure, nous trois là, des idées, on en a une chier. Tous les jours, on a plein d'idées, puis en plus, on se dit c'est une idée révolutionnaire et tout, mais c'est pas pour autant qu'on va les faire en fait. Et faire, en fait, vraiment aller dans l'exécution d'une idée, faut y aller. Donc, je vous dirais, vous pouvez parler de vos idées à n'importe qui. Il y a peu de chances que la personne se dise « Ah ok, je vais vraiment le faire ». C'est vraiment bien, on va investir. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Donner des bons conseils. Mais c'est vraiment là que tu vas la faire évoluer. Ouais. Puis j'en profite pour demander à Dylan si tu peux me faire un petit thé au miel, volontiers, pour apprécier. Elle est en train de s'occuper du vin, j'espère que ça va aller aussi. Ouais. Question, oui. Je pense que c'est une question à laquelle beaucoup d'entrepreneurs peuvent répondre, ils vont tous répondre différemment. Comment est-ce que vous identifiez le cofondateur idéal? Le cofondateur. Ça doit être un casse-bonbon, il ne va pas être d'accord avec toi, il va te challenger constamment. Si possible, pas toujours dans la même vibe. Le problème sinon, c'est que tu vas constamment t'auto-congratuler avec et te dire super ton idée, génial la tienne, puis avancer dans ce sens-là. Je pense que ça doit être quelqu'un qui doit avoir des compétences, une manière de fonctionner peut-être un peu différente pour fonctionner avec toi, mais qui au-delà de ça ne doit pas avoir peur de te rentrer dans le cadre ou de te dire les choses. Et clairement, ce qu'on a vu dans beaucoup de boîtes qui se lancent à plusieurs, c'est souvent des potes, c'est souvent des gens qui se connaissent bien. Et le problème, c'est que souvent quand on se connaît bien, soit on se dit moins les choses, ou en tout cas on se motive. Et c'est cool d'être motivé, par contre, se dire les choses transparent, cash, à plat, ça c'est vraiment, je pense, un bon cofondateur, à mon sens. Bon, je pense que des cofondateurs, c'est comme un couple. Donc, est-ce que ça existe la copine idéale? La copine dirait oui. Elle risque de voir. Mais donc, c'est vraiment compliqué. Il faut prendre des risques, il faut faire confiance à une personne. Et comme dans tous les couples, c'est la transparence qui gagne toujours, donc la communication. Si tu ne communiques pas, tu es juste parti pour un échec. Et voilà, le plus tu es, le plus ça va être compliqué parce que tout le monde évolue avec le temps. Et mettre d'accord plusieurs personnes qui évoluent dans le temps ensemble, c'est de plus en plus compliqué. Moi, j'ai complètement une autre expérience. Pas d'associé, pas de cofondateur. Moi, à chaque fois que j'ai testé, ça ne marche pas. En tout cas, pour moi, où je n'ai pas trouvé la bonne personne. Mais disons que moi, le conseil que je donnerais, c'est faites votre truc de votre côté. C'est pas, tout le monde n'a pas forcément besoin de cofondateur, etc. Mais par contre, je pense qu'il faut trouver de bonnes personnes avec qui travailler. Dans le sens, c'est que moi, ce qui a marché, c'est vous êtes le seul boss, vous gérez vos trucs, vous avez la responsabilité, mais vous trouvez des gens, des potes, des partenaires avec qui vous pouvez déléguer ou qui peuvent vous aider.
Et moi, c'est surtout ça qui a marché. Et du coup, ben, ça a mieux marché que les fois où j'ai essayé d'avoir un associé. Mais de nouveau, il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer, ouais. Il faut bien s'entourer. Ouais. Tout seul, alors je vous le dis, tout seul, c'est impossible. Si c'est vraiment tout seul, bonne chance. Hein. Du coup, c'est encore plus confus qu'avant la question, ça va? Non, il a pas écrit Ouais, alors. Ouais. Encore une question qui vient de Zoom. C'est quoi le juste salaire quand on débute? Il n'y en a pas. Le salaire. De salaire au début, c'est juste le salaire. Bah alors déjà, si tu commences un entrepreneuriat avec un salaire, franchement, bien joué. Hein. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Bon, après... C'est une question de rentabilité. Moi, c'est vrai. Non, ça dépend si t'es entrepreneur, intrapreneur, Ouais. c'est-à-dire que tu travailles pour une boîte, quand même un petit salaire. Moi, je dirais que le salaire au début, c'est ce qui permet de payer tes charges. Ouais, c'est tout. Je pense qu'à un certain moment, si tu as du plaisir à faire ce que tu fais, c'est le salaire qui te permet de le faire. Donc si tu ne peux pas te garantir le salaire pour le faire, il faudrait qu'avant de commencer, tu aies mis à côté même des petits réserves qui te permettent de temporiser le temps de payer un petit salaire. Donc après, voilà, c'est une vraie passion, on arrive à s'ennuyer. Et je pense qu'on se rend compte, moi je me suis rendu compte que finalement je pouvais vivre avec peu. En fait, c'est vrai que quand tu lances ton truc, finalement tu te rends compte que tu n'as pas forcément besoin de beaucoup pour être heureux en fait. Et tu te rends compte que les modèles là de 1 franc de couple, ça coûte 4 c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Les choses sont différentes. Il y a des choses différentes. Vraiment. Mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai que ce qu'on voit souvent, c'est que au-delà d'être une motivation, une satisfaction, ce qui est bien, c'est d'avoir un salaire en tout cas qui ne frustre pas dans ce que tu fais. Et pas forcément besoin d'être très élevé, c'est propre à chacun, mais effectivement, d'avoir au moins pas un salaire qui va créer de l'insatisfaction, c'est déjà bien. C'est rarement la meilleure source de satisfaction. Si tu le fais par passion, tu t'éclates dans ce que tu fais. Puis pour rebondir à ce que tu as dit durant ta conférence, c'est vrai qu'à un moment donné, on ne bosse pas pour l'argent. En tout cas, moi, tout ce que je fais, l'argent, c'est vraiment pas ma motivation en fait. J'aime ce que je fais, je trouve qu'on aime tout ce qu'on fait. Et en fait, du moment en fait, qu'on gagne ce qui est nécessaire pour payer nos trucs, ben, disons en fait après le reste, franchement, moi je réfléchis même pas à ça quoi. Ouais, je pense qu'il y a deux business. Un où tu es investisseur, donc tu es hyper carré dans les chiffres et donc tu as une rentabilité quasi ponctuelle et donc tu fais un investissement et une autre activité où c'est ton temps que tu mets pour ta passion. Donc quand tu es passionné de quelque chose, c'est beaucoup plus simple de travailler et faire diviser par rapport à des salaires, à l'énergie, tout ça. Et après, il y a des autres projets dans lesquels tu as investi. Pratiquement, pour moi, le camping, c'est un investissement pour la profitabilité. Donc, nous, on a pris les chiffres, on a fait les calculs, on a dit on veut arriver à ça. Donc, on le fait avec l'objectif de gagner de l'argent. Ben, ça, pour moi, c'était un investissement. En plus, aujourd'hui, je n'y travaille pas à temps plein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour la mienne. Non. On a un Question temps. sur Zoom, si jamais. Bonsoir à toutes et tous. Porte-parole de Zoom. Il y a une question sur le canal d'acquisition clientèle. Quel est pour vous, messieurs, le meilleur moyen, ou quel a été le meilleur moyen pour faire l'acquisition de clients? Tu veux commencer? Tu baisses. Alors, pour moi, et je pense que ça marche dans tout, c'est le réseau. Moi, franchement, si vous êtes, disons, bébé entrepreneur, faites plein de cocktails, d'événements, mais alors, je vous assure, tous mes premiers mandats, en fait, au début, ça marche que comme ça. C'est le pote du pote qui connaît quelqu'un, qui, disons, en fait, le réseau, c'est vraiment ce qui marche. Moi, je vous dis là, ça fait 6 ans que je fais ça. Dans mon agence de com, je ne fais pas de prospection. À chaque fois qu'on me pose la question, ouais, comment tu fais pour avoir des clients et tout, je fais pas ça bien, je bouge du bois, hein, mais. Tu ne travailles pas pour l'argent. Ouais, voilà. Mais disons, je ne fais pas de prospection. Ma manière de prospecter, parce que je suis fainéant, paresseux, et puis surtout que j'aime pas faire des appels et puis aller faire de la prospection, je me focus beaucoup sur montrer ce que je fais, montrer tout ce qu'on fait, les projets qu'on a fait, etc. Donc je partage le plus que je peux les projets qu'on a fait, les clients avec qui on a travaillé, etc.
Et c'est ça en fait qui fait que en fait, les gens viennent et puis ils nous contactent. Donc moi je dirais, au tout début, il faut partir au réseau. Il faut en fait taper tous vos amis, les amis des amis, tous ceux que vous connaissez, parce qu'au début, c'est eux qui vont vous amener. Non, je rejoins notre ami, le réseau clairement. Et de ne pas aussi tout le temps calculer tout ce qu'on fait en com. Alors ça fait un peu vendeur d'assurance de livre comme ça. Mais du coup, c'est exactement ça. C'est un exemple tout con, mais qui est assez explicite pour ça. C'était au tout début, quand on a monté la boîte, on a eu une équipe qui est venue nous voir. Et on a passé, je crois, bien 2 heures à échanger avec eux. Donc c'était un premier entretien de prospection sur comment ils voyaient leur business model, comment ils peuvent le monter, etc. On n'a pas eu le mandat. Donc on n'a pas bossé avec eux. Et les gars, ils ont monté, c'était parmi les premiers magasins de cigarettes électroniques en Suisse romande. Et ça commençait à aller pas mal. Ils ont racheté leur fournisseur en Italie, donc ça a bien développé, c'est devenu un gros truc. Et ils sont revenus quasiment 6 ans après chez nous, sans demander quoi que ce soit, nous confier le mandat avant même qu'on ait fait l'offre, donc ce serait plutôt cool. Parce que justement, on avait pris le temps au départ de filer un peu de valeur, d'échanger avec eux, et ça, je sais qu'ils avaient beaucoup apprécié. Donc réseau, clairement, je te rejoins à 3000, mais aussi de ne pas toujours calculer derrière, ok, je suis en train de te vendre un truc, ou je te mets un tunnel de vente en place, mais de prendre le temps de délivrer de la valeur, de filer aussi gratuitement aux gens, souvent ça fait bien l'air. Sans partir dans le caméra. Top. Ça dépend du business. Donc, souvent des business B2B, moi je suis B2C, business de masse. Ouais, c'est vrai que toi, ton business est différent. Donc c'est différent et ça dépend vraiment de votre activité. Donc nous, on fait tout, quoi, hein. Influencer, Google Ads, SEO, presse, print, tout. On a tout testé. Donc c'est difficile de dire qu'est-ce que ça marche, ça dépend vraiment de ton domaine d'activité et pour voilà, le résultat que tu espères atteindre. J'ai encore une question. En étant si passionné, si impliqué dans vos activités entrepreneuriales, pour y venir aux copines, ça se passe comment en termes de l'équilibre? Il faut les demander. D'abord, qu'est-ce que vous essayez de faire, ou pas faire, Dans un cas particulier, moi simplement c'est de s'écouter quand on a ras-le-bol de bosser ou que tu as trop de boulot ou quoi que ce soit, simplement d'avoir d'autres choses à faire. Et de, aussi des fois, je relativise simplement en disant c'est un job, je kiffe, c'est ma passion, cool. Il n'y a pas que ça. Puis ça peut être sympa aussi de faire d'autres trucs à côté et puis d'avoir d'autres projets à côté. Et si tu arrives à concilier les deux, c'est plus simple à dire qu'à faire. Là, tu es. Mais je pense pas qu'il y ait une technique secrète. Tu es obligé des moments de foirer, tu bosses pas assez ou tu es plus assez dans le privé ou le contraire, pour réaliser justement que tu es trop dans l'un ou l'autre. Et après, justement, on va essayer d'équilibrer ça. En théorie. En théorie. Je vais écrire un deuxième livre sur ça. Après, on va attendre. Non, c'est une question hyper compliquée. Donc, il faut trouver le bon équilibre, comme avec le cofondateur. Donc, moi, je pense que dans l'entrepreneuriat, on est souvent seul, on peut bien s'entourer, mais il faut apprendre que c'est une passion. Et donc, voilà, comme moi, je suis passionné de champignons, on a rien à foutre des champignons. Donc, il faut savoir mettre le barème à un certain moment. Et donc, la ingole dans des choses qui m'intéressent, et c'est la même chose par rapport à ces cas de droit et tout. Donc, c'est intéressant de communiquer. Et après, il faut que je sois sous la personne qui est avec l'équipe. L'équilibre. Ok. Moi, je dirais qu'il ne faut pas le culpabiliser. En fait. Le truc, c'est que parfois, en fait, entrepreneur, il y a parfois, vous avez plein de clients qui vont arriver d'un coup, et du coup, vous êtes obligé de travailler 7 jours sur 7, et puis beaucoup. Et à un moment donné, en fait, il y a toujours des hauts et des bas. Et je pense que le mieux, c'est à un moment donné de ne pas être trop méchant, disons, avec soi-même. C'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on culpabilise parce que peut-être pendant une journée, je pense que ça nous est tous arrivé, de rien faire. Genre vraiment parce que notre corps est à bout. Et en fait, on aimerait travailler, mais des fois, ça arrive, ça ne marche pas. Et je pense que soyez gentil avec vous-même. Ne culpabilisez pas, ça arrive. Ça arrive et puis non, j'en ai pas. Du coup, je peux plus travailler. Mais c'est ça le secret en fait. Mais ouais, c'est ça. Ne culpabilisez pas trop. Par rapport au mettre la distance, mettre voilà, justement cet arrêt à un moment donné, à quel moment il faut lâcher son projet? Peut-être un petit peu plus d'expérience. Oui. Demandez à lui. Je l'ai lâché 2 sur 5, donc je suis assez fort à lâcher le projet. Voilà. Mais non, c'est tout simplement quand tu n'as plus le peps. Et c'est tout
sont là, qui disent ah, est-ce que je quitte, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, mais voilà, la réponse est, si tu te poses la question, c'est déjà trop tard. C'est comme ta copine. À quel moment tu la quittes? Voilà, tu fais pareil. C'est juste pour rebondir sur l'entourage, pour rebondir sur le kiff, pour rebondir sur le partage, les gens qui sont autour de toi, les gens qui sont proches. Et je veux finir de nouveau à remercier toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui sont loin mais sont avec nous quand même dans le monde digital, mais surtout une fantastique équipe de UClub. Et aujourd'hui, voilà, on entend Maria partout, mais il y a aussi Dinar, il y a aussi Sébastien, il y a aussi Mathieu, il y a aussi Samantha, sans parler de Maël et Alessandro, et puis quelques autres personnes qui ont participé, qui ont beaucoup aidé, comme je dis, plusieurs entreprises qui nous ont aidés, plusieurs clubs, parfois un petit peu en concurrence avec nous, qui ont été là pour partager des thématiques, pour partager les flyers, pour repartager encore une fois. Et c'est ça qui finalement fait la force de cet événement, c'est ça qui finalement fait la force et donne la force d'avancer, de vouloir entreprendre, encore une fois, peu importe si c'est entrepreneur ou si c'est entrepreneur, un jour je vais arriver, voilà. Donc, merci à tout le monde qui a participé. Maintenant, on a l'apéro justement proposé par Accélérateur Tour, et c'était pour moi assez aussi révélateur qu'une entreprise extrêmement connue mondialement, bien présent en Suisse, à l'extérieur, qui s'intéresse, qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans le coaching, il n'est pas dans, je sais pas, dans le développement personnel, il n'est pas dans les activités complètement liées à ça, mais il soutient, il s'engage, il partage. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup d'inscriptions après que eux, ils ont partagé notre flyer sur leurs réseaux sociaux. Justement, on voit que on peut avoir le soutien là où on ne va pas l'attendre. Donc c'est les copines, c'est les amis, c'est les familles, c'est l'entourage proche. Mais parfois, quand on fait ce qu'on a envie, quand nous on est motivé, quand nous on a la flamme, il est soufflé par les personnes qu'on ne va jamais entendre, que ça soit partagé, que ça soit soutenu. Et avec ça, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Finalement, tout a marché parfaitement, mais il y avait tellement de choses à organiser pour que le top de l'iceberg, j'espère, était intéressant pour vous. Passons aux choses sérieuses.